réduction des personnages dans leur relation au corps et au décor à des situations primordiales, c'est ce qu'on peut appeler une approche behavioriste. C'est l'approche de Dunkerque, particulièrement là encore dans la peinture des soldats. Le behaviorisme, on en parle en science, on en parle en littérature, de l'anglais to behave, se comporter. Donc l'approche behavioriste, c'est l'approche comportementale. C'est celle qui décrit, qui réduit la découverte, l'appréhension des personnages à leur comportement. C'est-à-dire, on le voit, c'est-à-dire qu'en littérature, vous décrivez, vous évoquez, il se leva, il ouvrit la porte, de la sueur perlait de son front, il descendit la première marche, il regarda à droite, une voiture arriva dans le parc à ce moment-là. Donc ce sont des choses factuelles et qui découlent de ce qui est physiquement observable du personnage ou perceptible directement, sans élaboration, comme ressenti brut, par le personnage. Et c'est finalement de cette manière-là qu'on peut caractériser le portrait, la peinture des soldats et du jeune soldat que l'on suit en particulier, ou du binôme ensuite qui va transporter le brancard dans Dunkerque. On peut caractériser cela comme une approche behavioriste, puisqu'ils sont réduits à ce que l'on peut capter de leur intériorité par leur comportement physique, par leur réaction physique qui exprime essentiellement la peur, ou une réactivité précise, immédiate. Je vois ça, je comprends ça, je fais ça. Je vois passer un cadavre, je vois passer un brancard, j'ai peur, je veux m'en sortir, je pourrais prendre le brancard, je pourrais courir. À plusieurs reprises, il y a le thème de la hiérarchie, de la défiance par rapport à la hiérarchie, de l'incompréhension entre les strates hiérarchiques, du pouvoir ou de la présence de la bureaucratie, des choix hiérarchiques, bureaucratiques, même dans l'urgence, la violence de la guerre, le chaos. D'ailleurs, le début, l'ouverture, après le titre, a quelque chose d'assez absurde, d'assez hypnotique et d'assez absurde. L'absurdité de la guerre est rendue par cette situation in medias res dans laquelle on est plongé, avec la chute silencieuse des tracts allemands. Donc le sound design a commencé, il y a une épaisseur de silence, de calme qui plane, et des tracts tombent dans un quasi-silence, avec évidemment la légèreté, le son quasiment inoffensif, apparemment inoffensif de ces tracts. Il y a une délicatesse dans cette descente de tracts, dans le son, alors que ces tracts viennent de l'ennemi. Et soudain, cette délicatesse est brutalement cassée par la violence des tirs et par le niveau sonore des tirs. Par le niveau sonore des tirs. Évidemment, lorsque le jeune héros, sans nom, arrive au bout du couloir, découvre la plage, s'instaure le système, donc il sert de pivot, sert d'embrayeur, et s'aventure, lui c'est l'élément mobile, sur l'espace scénographique où tout est géométrisé de la plage,
où il y a les caisses, où il y a les soldats en rang, et le personnage sert de découvreur, de regardeur. En termes de montage, cette découverte est organisée avec des cuts 0-180 degrés, mais organisée à partir de son regard. D'ailleurs, l'ensemble de la découverte, ou des moments de découverte successifs de la plage, sont organisés avec ce personnage-là, avec le regard de ce personnage-là, 0-180 degrés, le personnage est dans le cadre, il sert d'embrayeur, on raccorde sur son regard, raccord-regard, ou on passe en subjectif, et on découvre la plage avec lui. Donc il y a la violence, ou le caractère brusque, brutal du cut à 180 degrés, et la continuité garantie tout le long par le regard de ce personnage, qui est notre personnage découvreur, réduit, et nous réduit avec lui, aux découvertes les plus immédiates, aux faits les plus simples, les plus brutaux. Soit on suit le regard du personnage, soit le personnage est dans le cadre, et on suit l'orientation de son regard via l'orientation de son corps. Dans la logique de behaviorisme qui est celle du film, dans la logique de réduction à des instincts fondamentaux, chaque élément qui le regarde, nous comprenons que ça construit sa découverte, que ça construit ses émotions, que ça construit ses réactions. Tac, il voit des brancards, ça fait naître en lui l'idée d'une situation de sauvetage, en même temps que ça renvoie à la possibilité de mourir ou d'être grièvement blessé. Donc le montage, les points sur lesquels le montage s'accroche à partir de son regard, nous donnent accès aux mouvements les plus rudimentaires mais les plus forts de sa pensée, aux associations d'idées instinctives qui sont les siennes. L'idée de Nolan, c'est justement de créer une immersion absolue, de créer une proximité complète avec les personnages, du moins avec les personnages de jeunes soldats en particulier, à partir de l'absence totale de renseignements, de biographie, voire de noms. Le choix des jeunes acteurs quasi inconnus contribue en l'occurrence sans doute à cet effet d'immédiateté, alors qu'au contraire, ce sont des acteurs connus, expérimentés, qui sont choisis pour les rôles pivots de l'émotion. Cillian Murphy, le militaire traumatisé par l'expérience de la guerre sur le bateau, et surtout les deux pôles d'émotion fondés sur la tradition, les deux acteurs plus âgés, que sont Mark Rylance sur le bateau et Kenneth Branagh sur le pont, The Mole. L'autre star, Tom Hardy, est un acteur star qui joue le pilote, héroïque à la fin du film, mais dont finalement l'expressivité est sciemment limitée. C'est presque une présence qui devient conceptuelle, parce que son visage est vite masqué par le masque du pilote, reste son regard et sa voix filtrée par la bande passante du micro du pilote. Un son où les éléments sonores, les matériaux sonores, les vibrations de carlingues, les vibrations de moteur sont omniprésents, parfois assourdissants. Donc on est plongé dans l'expérience difficile du pilote qui doit continuer sa course, qui doit garder son cap, qui doit avoir éliminé l'ennemi dans l'inconfort sonore qui est le sien et que nous partageons, voire le spectaculaire même de Dunkerque accentue, hyperbolise cette agression sonore. Le filmage des séquences du pilote obéit de même à une logique d'expérience du personnage, d'expérience viscérale du personnage, et une logique spectaculaire. Donc en fait, on a, je dirais, tous les angles possibles de filmage sur l'avion, du point de vue du pilote, point de vue sur le pilote dans sa cabine, dans son cockpit, point de vue du pilote sur ses coéquipiers ou sur l'ennemi, caméra rivée au fuselage et à l'avion, caméra embarquée, rivée au fuselage et à l'avion. Le montage obéissant toujours à ces deux lois principales, qui consistent géométriquement à alterner, même si la caméra est plus mobile
que dans les parties terrestres, donc qui consiste toujours à alterner les divers points de vue de manière géométrique par des conflits visuels, et deuxièmement, à continuer de river le spectateur à la sensation immédiate, dans l'instant du pilote. Donc ce qu'il voit en face de lui, ce qu'il apprend, ce qu'il voit à droite et à gauche de ses coéquipiers, là où il pense voir surgir un ennemi, en raccord regard, tout ça détermine évidemment le montage. Et puis ces parties sur le pilote sont aussi des parties où le visuel est extrêmement attentif, je dirais, à l'impact du milieu, du moment, de la météo, de la lumière sur l'avion, sur le fuselage, sur les vitres, reflet du soleil qui se cache sur le cockpit, sur la vitre. Chez Nolan, et dans Dunkerque en particulier, la réduction minimaliste produit le monumental. C'est-à-dire que les éléments plastiques, les éléments narratifs et les éléments plastiques sont raréfiés, sont réduits à un petit nombre, un tout petit nombre, sur la plage, océan, plage, troupe, disposés en géométrie, un personnage avance, puis deux avec un brancard. Donc les éléments plastiques sont réduits à un tout petit nombre, et ce petit nombre est mis en relief et répété. Et la manière dont la mise en scène met en relief, appuie cette petite quantité d'éléments, en les géométrisant, en les mettant en conflit les uns avec les autres, en soulignant leur volume, en soi ou les uns par rapport aux autres, c'est cette insistance sur les éléments raréfiés qui produit le monumental. Le monumental, en quelque sorte, c'est le minimal, la petite quantité des éléments appuyés, répétés, soulignés, rendus grandioses. Un peu comme le monolithe chez Kubrick, si vous voulez. Le monolithe chez Kubrick, dans 2001, l'Odyssée de l'espace, c'est un parallélépipède rectangle qui apparaît pour la première fois dans la partie préhistorique, puis qui réapparaît au fur et à mesure de l'histoire humaine, de l'Odyssée humaine. Et ce parallélépipède rectangle, c'est typiquement un objet d'art minimaliste. C'est noir, c'est géométrique, c'est en volume, et ça n'est que cela. Mais c'est tout cela. Et ce n'est que cela qui est tout cela, qui est typiquement le basculement du minimal dans le monumental, de la réduction au grandiose. Et voyez d'ailleurs chez Kubrick comment le minimal est promu monumental. Il y a le même type de démarche dans les éléments plastiques, les géométries, les éléments de décor, les ombres, les conflits de couleurs chez Nolan. Ce qui fait que dans Dunkerque, on a cet équilibre entre une mise en scène viscérale, immersive, visuelle et sonore, et une mise en scène monumentale, minimale, monumentale, extrêmement géométrique, qui, quand elle se déploie, donne une vision finalement tragique de la guerre. Il y a des mots de Nolan qui parlent bien de cette vision de la guerre. Il voit la guerre, telle qu'il la représente dans Dunkerque, comme des lignes de soldats qui font la queue vers nulle part. Une sorte de bureaucratie de l'horreur. Des lignes de soldats qui font la queue vers nulle part. Une sorte de bureaucratie de l'horreur. Il y a ce moment particulièrement fort où les avions bombardent la plage et où les troupes qui se couchent au sol sont représentées en plan large, encadrées par deux piliers à l'avant-plan. C'est un cadre graphiquement très fort, puisque c'est un cadre qui repose déjà sur l'opposition graphique et monumentale entre la bande horizontale bleue du ciel et la bande beige de la plage, du sable. C'est un cadre qui est organisé donc par cette opposition horizontale. C'est un cadre qui est organisé en même temps par les lignes de fuite obliques vers l'horizon. Et puis, on a ces deux barres verticales parallèles à l'avant-plan qui créent d'abord littéralement un conflit graphique,
avec la bande horizontale du fond et avec les lignes obliques. Le cadre lui-même contient un mouvement d'action violente, les bombardements et le désordre des troupes qui se couchent au sol. Sans aucun doute, le conflit visuel, créé initialement par ces barres parallèles verticales à l'avant-plan, participe de la puissance, de la violence du cadre. En même temps, on peut dire que ça la met à distance, puisqu'on est en plan large, mais qu'on regarde de loin, et qu'on regarde à travers, en quelque sorte, la porte, à travers l'espace délimité par ces barres symétriques. Il y a un mouvement de caméra avant début de l'attaque, un mouvement de caméra arrière symétrique, là encore, minimalisme et géométrie, un travelling, un seul, le même avant-arrière, donc un mouvement de caméra symétrique à la fin de l'attaque, qui organise notre regard. Au fond, cette attaque, on la regarde de loin. Le mouvement de caméra nous invite à entrer dans l'attaque, dans l'action, dans le plan, et le mouvement de caméra, ensuite, nous en éloigne, nous en retire. En un sens, c'est une manière de nous immerger, de nous protéger. Ça traduit l'autre regard du metteur en scène que développe Dunkerque. Donc on a d'un côté le caractère extrêmement immersif, rivé au personnage, à ce qu'il voit, à ce qu'il ressente des diverses séquences, des diverses actions, et de l'autre, on a une mise à distance. Ces piliers verticaux créent aussi un cadre dans le cadre, une sorte de fenêtre sur l'action principale, médiatise le monumental, et ça en participe. L'ombre qui est au sol fonctionne de la même manière quand le soldat arrive sur la plage, puis qui a l'ombre donc au sol. L'ombre dessine une géométrie, l'ombre découpée des bâtiments dessine une géométrie monumentale sur le sol, et cette ombre bouge. Donc ça crée du conflit visuel mobile qui reste toutefois tout le temps géométrique sur le sol. Les piliers verticaux qui crée cet effet de porte, donc, riment aussi avec l'architecture de couloir monumental qu'on a au début de la séquence de la plage, lorsque le personnage des soldats fuit la barricade et arrive au bout de la rue vers la plage. Nous avons ce montage 0-180 degrés, il court, travelling arrière, cut 180 degrés, il arrive vers la plage, avec un effet symétrique et un effet couloir à la Kubrick. Le passage avec la course du brancard est un autre exemple de trajectoire géométrique mariée avec l'urgence du moment, puisqu'on a la géométrie des soldats placés en rang scénographié sur la plage, qui est dupliquée, qui est relayée par le mouvement de caméra, par le travelling latéral qui est parallèle au cadre, comme le mouvement de brancard suit ou provoque le mouvement de travelling avec ces deux silhouettes qui avancent parallèles au cadre, portant leur brancard et espérant s'en sortir, alors que les lignes de soldats qui sont croisées le sont perpendiculairement à 90 degrés. La mise en scène qui suit conserve la scénographie géométrique et l'articule avec l'effet urgent immersif. Cette fois, le duo de soldats qui porte le brancard est filmé en oblique par rapport au cadre, par rapport aux troupes qui sont croisées, qui sont dépassées. La caméra s'approche du héros bord cadre et déséquilibre la sensation de géométrie. Et peu à peu, la scénographie et le montage articulent la sensation de géométrie, la sensation de masse dans laquelle les héros se perdent ou qu'ils doivent traverser, et la sensation de disparition, de dispersion ou de mise en risque de l'individu dans la masse. Lorsque les bombes pleuvent au sol sur la plage et que notre héros se couche à l'avant-plan, nous avons une addition du géométrique par le visuel, du métrique, la métrique de la temporalité,
et de la logique de perception. Donc la géométrie de composition est marquée, le héros est couché à l'avant-plan, le conflit du cadre est entre l'avant-plan occupé par le personnage principal et la profondeur de l'arrière-plan où explosent successivement les bombes. Et la durée du plan est scandée par les explosions successives qui se rapprochent de façon métrique, à tempo égal. Le point d'écoute correspond au cadrage, correspond au héros qui est à l'avant-plan et au rapprochement des impacts. Les explosions, vous les voyez se rapprocher du fond du cadre à l'avant-plan avec un léger désynchronisme, qui est logique par rapport au point d'écoute. Avec la logique de propagation du son, les graves restent de toute manière toujours les plus audibles, même de loin. Donc ce sont les sons que l'on entend le plus, les médiums et les aigus, beaucoup moins. Au fur et à mesure que les explosions se rapprochent et avec la vitesse de propagation du son, les médiums et les médiums aigus font leur entrée plus marquée sur la piste sonore. Donc les explosions, le son des explosions est plus détaillé et plus riche. Il n'est pas que grave, il n'est pas que lointain, et il est de plus en plus synchrone avec les explosions qui viennent vers l'avant-plan. Alors, chose majeure, c'est un film dont l'image se caractérise par sa précision, par sa définition. Dunkerque est tourné avec deux types de focales, du 50 mm ou du 80 mm. En fait, le fait de tourner en 70 mm, en pellicule 70 mm ou en IMAX, compense l'absence de focales plus courtes dont on aurait eu besoin avec d'autres supports de filmage pour avoir une profondeur de champ très détaillée, très nette. Là, en IMAX ou en 70 mm pellicule, les focales 50 mm ou 80 mm vont suffire pour produire cette netteté. D'ailleurs, dans l'ensemble, Dunkerque est tourné au 50 mm qui, de manière logique, pour l'expérience immersive recherchée par Nolan, correspond à l'appréhension moyenne de l'œil humain. Cette image hyper définie, à l'effet de réel marqué, traitée sans aucune plastique numérique, donc, en revanche, est étalonnée avec des techniques, avec des effets très contemporains, qui en accentuent, là encore, une forme de minimalisme. C'est-à-dire qu'on a des zones chromatiques bien détachées. Le chromatisme d'ensemble du film, de quelque partie que ce soit, des trois grandes actions, est un chromatisme bleu-gris avec des conflits de monochrome, des conflits d'aplats. Bleu versus bleu intense sur la plage, bleu intense du ciel, bleu turquoise de la mer, bleu-gris et puis beige du sable. En revanche, toutefois, il y a une forme de poésie qui se crée. Alors j'entendrai par poésie là quelque chose qui se libère de la géométrie, une forme plus mobile qui se libère de la géométrie. Et par exemple, les textures qui assouplissent la rigidité des couleurs, l'eau des vagues bleues et par exemple la mousse blanche de l'écume, le granulé du sable beige. À noter une couleur, une texture volontairement absente, largement absente, complètement absente du film, c'est le sang, le rouge sang. Dunkerque fait déferler une expérience viscérale et agressive sur les sens du spectateur, mais sa violence ne découle donc pas, à la différence par exemple de Saving Private Ryan, d'une vision sanglante, d'une vision d'un chaos sanglant où les corps éclatent. Il n'y a pas de sang. Tout au plus, on peut dire qu'il y a une présence discrète des éléments rouges ou orangés, des éléments rouges au début, qui évoquent le sang, le danger dans le tuyau, la pancarte ou le tract. Nous en venons à la question de la mise en scène sonore, extrêmement dense, extrêmement riche, extrêmement complexe et détaillée dans Dunkerque,
et qui repose sur la musique, ou plutôt sur le design musical de Hans Zimmer, collaborateur régulier de Christopher Nolan. Inutile, j'imagine, de vous présenter Hans Zimmer, qui est un compositeur allemand qui a une carrière très importante à Hollywood depuis la fin des années 80, et qui est sans doute la figure qui a vraiment, le terme n'est pas excessif, révolutionné le son de la musique de cinéma dans le cinéma spectaculaire, dans les films spectaculaires, les films grand public ou les films plus intimes auxquels il a collaboré. J'entends révolutionner le son, la manière dont les musiques écrites pour le cinéma sonnent. Il y avait un certain nombre d'héritages, de traditions symphoniques divers, dont des gens comme John Williams ou James Horner, dont nous avons parlé, étaient l'exemple. Et Zimmer a une approche qui n'est pas totalement différente, mais dans l'ensemble, à cause des caractéristiques de son écriture et de sa formation, c'est quelqu'un qui a vraiment travaillé différemment, de manière extrêmement efficace, au vu de la célébrité de son œuvre. Zimmer, c'est un compositeur qui, à la différence de compositeurs sur lesquels nous avons travaillé, sur lesquels j'ai attiré votre attention pour ce qu'ils représentent de canonique, de profond et de travaillé, comme Williams, comme Horner, ou d'autres dont nous parlerons dans les semaines qui arrivent, Zimmer est quelqu'un qui ne vient pas de la musique classique, qui ne vient pas de la formation de musique classique, qui est un autodidacte, qui vient bien davantage, qui vient du rock, de la rock pop, du rock électro-britannique, et qui n'a pas eu de formation très poussée de musique classique, comme un Williams, comme un James Horner, comme un Ennio Morricone, évidemment. Mais finalement, de cette absence de culture classique qu'il admet lui-même, de cette absence de rapport classique à la grammaire musicale, de cette absence de technicité virtuose dans le maniement de la grammaire musicale. Autant de choses que Zimmer reconnaît volontiers. De ce qui peut paraître une lacune, de ce qui est une lacune donc initiale, Zimmer a développé un style, a développé une approche qui est la sienne. Zimmer est un minimaliste. On retrouve ce terme-là, c'est sans doute pour ça qu'il y a une convergence, une telle convergence entre Zimmer et Christopher Nolan. Donc Zimmer est un minimaliste dans la musique et dans son approche et dans son résultat, bien davantage de la manipulation sonore, de la création sonore, du design sonore, que, évidemment, de la composition musicale classique. L'écriture Zimmer, l'approche Zimmer, elle se fonde sur des motifs courts, des cellules, motifs cellulaires répétitifs. Sans aucun doute le plus connu, il suffit que j'évoque The Dark Knight, le motif fabriqué pour les Batman de Christopher Nolan, justement, qui repose sur un motor drive. Le motor drive, c'est la sensation physique, par la musique, que quelque chose est toujours en train de se passer, que le film est en cours, que l'action est en cours. Donc il y a un moteur, il y a un engin lancé une fois que le film est commencé jusqu'au bout. Et donc ce motor drive s'écrit par une technique musicale fort ancienne, mais qui fonctionne dans ce sens-là et qui est devenue omniprésente dans la quasi-totalité des blockbusters américains, qui est l'ostinato. L'ostinato, c'est une figure rythmique répétée. Donc The Dark Knight, ça repose, le thème principal, le motif principal de The Dark Knight, et d'ailleurs l'écriture de l'ensemble de la partition de The Dark Knight, qui ne se résume pas au motif de Batman, mais qui tourne autour de cette approche-là. La partition de Batman, le motif de Batman, repose d'abord sur l'ostinato rythmique, sur lequel s'exprime le thème, le motif, donc sur deux notes, Ré, Fa. L'ostinato, un exemple d'ostinato, le motor drive, pour cordes dans la partition finale, et le motif principal, sur deux notes.
Enfin, la version complète, la version pour orchestre complet, avec la masse orchestrale, les instruments et leur sampling, leur coloration, leur densification électronique. Vous voyez cette simplicité, le motif répété sur deux notes et l'ostinato rythmique en dessous, c'est très peu. Et les groupements de notes sont répétés n fois. C'est le principe du minimalisme. Les éléments harmoniques complexes sont extrêmement réduits ou disparaissent. Et ces motifs sont exprimés par un ensemble instrumental lui-même relativement simple. Les instruments sont samplés, échantillonnés. Donc quand vous entendez un orchestre, un ensemble instrumental qui joue les partitions de Hans Zimmer, vous avez certains instruments qui nous restent, qui se détachent particulièrement, évidemment les cuivres, les masses de cuivre, et puis les cordes, que ce soit en pupitre ou en solo, qui sont essentiellement des cordes graves, les violoncelles, les contrebasses, les violoncelles. Donc on entend à la fois ces instruments-là en tant que pupitre, et on les entend aussi densifiés par le sampling, par l'échantillonnage. Les deux mêlés nous donnent un son qui fait ressentir le son initial de ces instruments et qui, tel un coloriste, puisqu'on parle de sound design, on revient à cette comparaison-là, estompe le contour instrumental du son des violons, du son des cuivres, pour créer autour une masse coloriste de ces instruments-là. Une masse de graves, une masse de cuivre densifié, violoncelle, contrebasse densifiée. Orchestres densifiés, samplés, qui produisent une impression de masse, sont traités en nappes qui se répètent, qui donnent la sensation de vrombir sur quelques cellules très courtes, donc tout le long du film. Le vrombissement, c'est la nappe qui vrombit, c'est le drone, le droning. La conception sonore de Dunkerque, elle repose d'abord, comme tous les films de guerre, comme toutes les séquences de guerre dont nous avons parlé, sur le réalisme sonore très détaillé de Richard King, le designer sonore ici, sur la variété des sons de balles, de moteurs, le détail des sons de parois. Vu toutes les situations, ce qu'on a appelé les situations primordiales, les situations de danger, de survie primordiale dans lesquelles les personnages se trouvent ou qu'ils traversent. Eh bien, nous avons quantité de sons extrêmement travaillés qui leur correspondent. Les sons de parois que les balles vont traverser ou qui vont résister donc aux balles, les sons de... Sur cette base-là, vous avez un travail de design sonore de Hans Zimmer et de son équipe, donc de conception d'une partie de la musique en design sonore, en pièces bruitistes. Le fondement, c'est d'utiliser des sons industriels, des effets de masse métallique vrombissante. Et puis de sélectionner un certain nombre d'éléments, soit directement présents dans la narration, soit associables à l'époque qui est représentée, et de les traiter, de les sampler, et de les traiter en termes de hauteur, de texture, de vitesse, comme des thèmes sonores qui sont déclinés ensuite en cellules répétitives. Alors dans Dunkerque, on a par exemple le sonar de sous-marin, le rotor de moteur, la sirène hurlante des bombardiers, la Stuka. Évidemment, vous voyez, dans tous ces cas, vous avez un lien très fort entre les sons, le choix précis des sons samplés
destinés à devenir thème sonore. Et le film lui-même, Dunkerque, repose donc sur l'idée de l'immersion maximale par le son, l'idée de l'intensification par le son et par les thèmes sonores traités en motifs, en ostinati répétés, répétitifs. Dunkerque repose aussi sur un premier concept donc initial, dont le rendu est viscéral et physique, est un exemple parfait d'ostinato minimal répété. Le temps, l'urgence, le compte à rebours est essentiel dans Dunkerque. D'où l'idée, dès le début du film, d'un concept qui s'exprime directement, qui est le tic-tac d'une montre. Le concept premier, qui est lancé pratiquement au début du film, c'est le tic-tac sonore. Tic-tac sonore qui est, en termes de tempo, à 96 battements par minute. Quelle importance, me direz-vous? C'est très important puisque c'est très important pour au fond, avant d'être important pour l'analyse, c'est important pour la sensation. Parce que le spectateur a une sensation physique en termes sonores qui est organique dans Dunkerque. Qui est organique, c'est-à-dire tous les éléments, toutes les sensations découlent les unes des autres, sont emboîtées les unes dans les autres. Si c'est le cas, c'est parce que en termes de tempo ou de tempi, donc les tempi découlent tous les uns des autres. Le tic-tac de la montre est à 96 battements par minute. Et dans le film, toutes les pièces sont sur un tempo qui découle de ce tempo initial, qui lui est inchangé tout le film. Donc 96 par 2, ça fait 48. Vous avez des pièces à 48, où vous pouvez, alors on peut diviser encore, vous pouvez avoir des pièces à 24, 48 divisé par 2, des pièces avec un ralentissement extrême, on va le voir, à 6. 6, une sorte de stase de grave à 6 en tempo. 6, 48 par 8 donc. Ou alors on peut monter en tempo pressé. Évidemment, il y a des pièces à 120, il y a des pièces à 108. Donc 108, évidemment, c'est 96 plus 12, 2 fois 6. Et 120, c'est 96 plus 24, 4 fois 6. Au cœur de ce système des ostinati, donc des cellules rythmiques répétées et des concepts sonores initiaux, Zimmer fabrique la sensation d'urgence, mais de malaise. Et ça vient d'un usage dans l'écriture, dans la technique musico-sonore, d'un usage permanent du demi-ton. En fait, c'est très simple, c'est-à-dire que dans la gamme, Zimmer utilise des altérations, les dièses ou les bémols, des altérations accidentelles, des altérations non naturelles, qui créent une dissonance, qui créent une tension, qui va être répétée dans le système de l'ostinato ou de la cellule répétée, et qui n'est pas résolue. Par exemple, au début, quand vous avez le jeune héros qui arrive sur la plage, qu'il se déshabille pour déféquer, et puis qu'il voit l'autre en train d'enterrer le cadavre de manière sourde sur la piste son, vous avez une pièce qui débute, qui est un motif chromatique répété, qui est La, Sol dièse. Donc on a la cellule, si on la joue, puis vous l'imaginez très grave, et avec un tempo extrêmement étiré. Et on a tout le long du film ce travail systématique, puisque tout travaille dans le système, tout travaille systématiquement dans Dunkerque, avec la régularité du demi-ton de tension. Par exemple, on examine donc un instant le thème, le motif du Shivering Soldier, du soldat qui tremble, joué un peu plus tard.
voyez le tempo très lent, l'étirement des notes, de toute façon ce sont des rondes, et la régularité du demi-ton de tension avec l'altération. Lorsqu'on a la course du brancard, vous avez un motif, un ostinato de cordes rapides, de cordes synthétiques qui se lancent, qui sont des notes staccato, qui sont des notes piquées, stridentes, mais dont la répétition va avec la course, qui pareil joue sur le demi-ton, donc à l'oreille ça oscille, je dirais, entre si bémol et la, mais ça joue entre des micro-intervalles mais ça tremble, je dirais, entre si et la, entre si bémol et la. Alors, il y a un autre aspect qu'il faut pointer et qui est lié à la technique systématique du motor drive, qui est une sorte d'intensification, de monumentalisation du motor drive. Dans Dunkerque, Zimmer, dans ce travail, pour reprendre les concepts auxquels on est arrivé, d'urgence inconfortable permanente, travaille une sensation de monumental, un monumental par masse, qui fait du surplace, qui augmente en intensité et qui n'est pas ressenti physiquement comme allant quelque part. Et en fait, ce qui est utilisé, c'est une technique qui s'appelle la gamme de Shepard, qui est la superposition de phrases semblables séparées par une octave. Donc vous prenez une phrase, vous prenez une ligne mélodique ou une cellule rythmique, vous la jouez, une cellule rythmique ascendante, puis vous interprétez la version une octave au-dessus. Vous superposez les couches, et l'idée c'est que dans chaque ligne, il y a un fondu sur les aigus de la phrase inférieure et on entre sur les graves de la supérieure. Donc vous avez une sensation d'ascension permanente, comme le matériau au fond qui se répète est le même, cette ascension permanente ne va nulle part. Et donc c'est un ensemble empilé de couches ascendantes séparées par des hauteurs de son répétées, donc qui produisent une sensation d'augmentation d'urgence qui fait du surplace en quelque sorte. On peut prendre un exemple, The Oil, qui est un des motifs majeurs de la deuxième partie du film. Donc voilà le motif. Voilà une deuxième version. Voilà une troisième version.
Voilà les trois ensemble en gamme de Shepard. Et voici la version film, c'est-à-dire la version orchestrale densifiée, avec instruments et orchestre de synthèse. Et le thème sonore de la Stuka en ostinato. À l'opposé de toute cette conception sonore par demi-ton, par ostinato industriel, un thème musical, grand thème, une grande mélodie romantique, noble et tonale, qui est issue d'une œuvre musicale toute fin 19e, 1898-1899, d'Edouard Elgar, qui s'appelle les Enigma Variations, les variations énigmatiques, les variations Enigma Variations. Une œuvre du post-romantisme britannique, Elgar étant un compositeur lyrique, romantique, qui a célébré aussi bien la gloire du patriotisme, du nationalisme britannique fin 19e siècle, que des sentiments romantiques plus intimes. Enigma Variation, ça fait partie de la veine lyrique, majestueuse mais intime de Elgar. C'est une œuvre très 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 connue de la musique anglaise, dont un des morceaux, dont une des pièces justement, est utilisée comme célébration nationale en Grande-Bretagne. Il y a une de ces variations, la variation 12, dite Nimrod. Nemrod, c'est le nom d'un personnage biblique, un descendant de Noé, un chasseur guerrier. Et la variation Nemrod, c'est ce thème-là qui est devenu un thème très célèbre dans la société, dans la culture britannique. Évidemment, ce thème, cette mélodie d'Elgar, musique romantique, tonale et noble, est en opposition technique et artistique avec l'effet du reste de la musique, de la conception musico-sonore du film qui est bruitiste et nébuleuse. D'où la tonalité est plus ou moins absente, qui est faite de chromatisme, qui est faite de demi-tons de tension superposés. Là, vous avez, pour l'émotion, pour l'oreille, une ligne, un guideline, un thème musical, un thème fort, tonal. Et ce thème renvoie à la grande histoire britannique. Il est associé à cette période, au sauvetage, à l'opération Dynamo, au miracle de l'opération Dynamo, à la célébration de la grande histoire. Zimmer traite le thème d'Elgar en sound design. Et ce thème est présent comme thème fantôme, plus ou moins perceptible pendant une partie du film. Il est présent de manière diffuse, mais il finit par éclater dans la conclusion.
se replace. Au début, vous avez un design sonore qui fait commencer le film sur une nappe qui est du vent, une épaisseur de vent, une épaisseur marine. Puis le tic-tac va arriver, mais la nappe électro-sonore qui commence, en fait, c'est Nimrod, c'est la variation Nimrod, c'est le début de la variation Nimrod, qui est traitée en thème fantôme et qui est étirée, qui est interprétée à 48 en tempo. Donc traitement musico-sonore et conceptuel d'une idée issue de la musique classique qui devient patron de travail conceptuel sonore. Je vous remercie de votre attention et à la semaine prochaine.